Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer au deuxième cours de la physiopathologie qui est sur les troubles de la conduction nerveuse. Alors, comme vous le savez, notre système nerveux, il a plusieurs rôles. Par exemple, il commande les muscles, il contrôle le fonctionnement de tous les organes, il nous renseigne sur le monde extérieur via des informations sensorielles, il est aussi le siège des facultés intellectuelles, etc. Donc, du point de vue anatomique, on distingue un système nerveux central, ou là ce qu'on appelle le névrax, et un système nerveux périphérique. Le système nerveux central fait l'encéphale, c'est-à-dire cerveau, cervelet et le tronc, et une moelle épinière qui est logée dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Elle prolonge le tronc cérébral ou c'est le centre de traitement de l'information. Donc ça c'est pour le système nerveux central. Pour le système nerveux périphérique, alors, il comprend des nerfs et des ganglions qui vont former des plexus. Celui-ci, il permet de relier le système nerveux central aux différents organes. Ensuite, d'un point de vue physiologique, on a aussi deux systèmes. Alors, on a un système cérébro-spinal et un système neurovégétatif. Alors, le premier qui est constitué d'encéphale, de la moelle épinière et des nerfs. Il assure les relations avec le milieu extérieur, c'est-à-dire la sensibilité, la motricité et le psychisme. Le deuxième, c'est-à-dire le système autonome, qui est la partie du système nerveux responsable des fonctions non soumises au contrôle volontaire, c'est-à-dire involontaire. Alors c'est quoi le rôle تاعو? Il maintient et coordonne les fonctions vitales, les mouvements, la respiration, la circulation, la digestion, l'excrétion, etc. Alors celui-ci, il regroupe aussi deux systèmes. On a un système nerveux parasympathique et un système nerveux sympathique. Alors passons maintenant au tissu nerveux. Tout d'abord, on a la substance blanche. La substance blanche, c'est une catégorie du système nerveux central. Elle est principalement composée des axones myélinisés des neurones, des fibres nerveuses, et qui a pour rôle la conduction des influx nerveux. Elle relie les différentes aires de la substance grise. La substance grise, c'est où se situe le corps cellulaire et les synapses des neurones. Son rôle, c'est la commande et le contrôle. C'est bon? Maintenant, passons aux synapses. Ça veut dire quoi une synapse, pardon. Alors, une synapse, elle désigne une zone de contact fonctionnelle qui s'établit entre deux neurones, ou bien entre un neurone et une autre cellule. Ensuite, on a la myéline. La myéline, c'est une substance qui protège et isole certaines fibres nerveuses. En fait, c'est un peu comme le fait le plastique autour des fils électriques, si vous voulez. Et enfin, on a les neurotransmetteurs, ou là ce qu'on appelle des neuromédiateurs. Ils sont des composés chimiques libérés par les neurones. Bon, parfois ils sont libérés par des cellules gliales, agissant sur d'autres neurones. C'est ce qu'on appelle les neurones postsynaptiques, ou plus rarement sur d'autres types de cellules, qui mettent les cellules neuromusculaires, les cellules gliales, etc. Donc ça, c'est pour l'organisation générale du système nerveux. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus sur notre cours, c'est la physiopathologie des troubles de conduction, ou là, le mécanisme, c'est l'altération de l'influx nerveux. Tout d'abord, on va essayer d'expliquer ça veut dire quoi un influx nerveux, ou là, ce qu'on appelle un potentiel d'action. Alors l'influx nerveux, il désigne le signal électrique produit par un neurone lorsqu'il est stimulé. Alors ce signal, il est ensuite transmis par des synapses ou connexions entre les cellules. Donc la transmission d'un neurone à l'autre, elle est assurée par l'intermédiaire des substances chimiques, les neuromédiateurs, l'adrénaline, la dopamine, l'acétylcholine, etc. Donc à l'influx nerveux, une activité électrochimique. Électro parce qu'on a un courant électrique parcourant le neurone d'un bout à l'autre, et chimique parce qu'on a des neuromédiateurs qui y interviennent. Donc, comme vous le savez, les troubles de la motilité ou de la sensibilité d'un membre sont des motifs fréquents de consultation dans des situations d'urgence. Alors, tout médecin doit savoir orienter son diagnostic en faisant la distinction entre un déficit par atteinte des voies de la motricité ou de la sensibilité ou des troubles dysautonomiques. Commençons tout d'abord par la notion de déficience motrice. C'est quoi une déficience motrice? Alors c'est simple, une déficience motrice, c'est une atteinte de la motricité, c'est-à-dire de la capacité du corps ou
d'une partie du corps à se mouvoir ou à se maintenir dans une position donnée de façon ordinaire, quel que soit le but et la fonction du mouvement produit ou du positionnement obtenu. L'origine d'une déficience motrice peut être variée. Donc, est-ce qu'on a génétique ou là congénitale ou liée à l'accouchement, c'est-à-dire elle est causée par un traumatisme accidental ou une maladie. Il faut savoir aussi que la déficience motrice peut être due à soit une atteinte des structures de commande et de régulation, c'est-à-dire une atteinte du système nerveux central, ou bien une atteinte des voies de transmission des mouvements, les voies nerveuses centrales et les nerfs périphériques, ou là, une atteinte des voies locomotrices, c'est-à-dire une atteinte des muscles ou du squelette. Pour les principales déficiences motrices, on a l'hémiplégie, on a la paraplégie, tétraplégie, le traumatisme crânien, on a l'épilepsie, etc. Donc ça, c'est pour la déficience motrice. Maintenant, la déficience sensitive qui peut être soit superficielle, soit profonde. La superficielle qui est due à une atteinte des fibres sensitives superficielles, c'est-à-dire extéroceptives, il y a les fibres qui captent par exemple les modifications de température, ou la profonde qui est une atteinte des fibres proprioceptives, c'est-à-dire une déficience de la perception des différentes parties du corps. Donc la stimulation ou là, le message sensitif est comme l'organe lui-même. Ensuite, on a les troubles dysautonomiques. Alors, la dysautonomie est une anomalie du fonctionnement du système nerveux autonome par trouble du passage de l'influx nerveux au niveau du nerf vague ou nerf pneumogastrique. Le nerf qui assure la transmission des sensations et des ordres aboutissant aux muscles à l'origine des mouvements du pharynx, de l'estomac, du larynx, du cœur, du foie et des intestins. Ensuite, on a les troubles de conduction nerveuse périphérique, les neuropathies, comprenant le bloc de conduction motrice, les troubles sensitifs et l'atteinte du motoneurone alpha. Tout d'abord, pour le bloc de conduction motrice, alors le principe c'est d'enregistrer un muscle par des électrodes de surface et de stimuler le nerf afférent en plusieurs points. D'abord un point distal, puis des points de plus en plus proximaux, en remontant le long du trajet nerveux. C'est bon? Donc, une fois on enregistre la réponse motrice, la comparaison de cette réponse à la réponse motrice distale, elle permet d'étudier spécifiquement l'état de la conduction dans les segments nerveux correspondants. Donc normalement, la réponse à la stimulation proximale a la même forme et la même amplitude de la réponse distale. Variation d'amplitude proximale sur distale, elle est normalement inférieure à 20%. Par contre, le bloc de conduction motrice, il y a une réduction à l'amplitude et ou de surface de la réponse motrice évoquée par la stimulation nerveuse proximale. Ou la réduction, qu'il y a plusieurs mécanismes physiopathologiques qui ont l'existence de la figure de bloc de conduction. Deuxièmement, on a les troubles sensitifs. Par une atteinte des fibres sensitives, quelle que soit l'atteinte profonde ou bien superficielle. On a quelques manifestations. Parmi les manifestations, on a la douleur. La douleur, qui c'est une sensation subjective liée à un stimulus nociceptif, ça veut dire un stimulus douloureux transmis par le système nerveux. On a l'anesthésie. L'anesthésie, c'est la suppression de la sensation. Ou l'anesthésie peut être douloureuse. L'hypoesthésie désigne la diminution. Hypo, ça veut dire diminution. Désigne la diminution de la sensibilité. Et la paresthésie. La paresthésie, c'est un trouble du sang, du toucher, regroupe plusieurs symptômes dont la particularité est d'être désagréable mais non douloureux. Par exemple, on a les fourmillements, ça veut dire يحس بالتنمال, les picotements يحس بالنقيس, ou l'engourdissement يحس بالحريق. Puis on a l'atteinte du motoneurone alpha. Comme vous savez, la corne ventrale de la moelle épinière contient les corps cellulaires des motoneurones alpha et motoneurones gamma. Les motoneurones alpha qui innervent
les fibres musculaires responsables de la contraction et les motoneurones gamma qui innervent les fuseaux neuromusculaires, ajustant ainsi leur sensibilité à l'étirement. Concernant la manifestation clinique de l'atteinte des motoneurones alpha, on a la SLA ou bien la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. C'est une maladie neurodégénérative des motoneurones alpha ou les motoneurones de l'adulte. Maintenant, on va passer aux troubles de la conduction nerveuse synaptique. Comme on sait, les nerfs sont reliés aux muscles au niveau de la jonction neuromusculaire. À ce niveau, la terminaison nerveuse se connecte à la membrane musculaire au niveau des sites particuliers. Les sites sont appelés la plaque motrice ou les plaques motrices. Les plaques motrices comprennent des récepteurs cholinergiques. Les récepteurs cholinergiques, ça veut dire ce sont les récepteurs de l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur excitateur. Ces troubles-là se manifestent par une atteinte de la plaque motrice et par conséquence une atteinte des récepteurs cholinergiques. Les manifestations cliniques de ce trouble, on a la myasthénie. La myasthénie, c'est une maladie auto-immune où les anticorps vont attaquer les récepteurs cholinergiques. C'est un dysfonctionnement ou bien c'est une atteinte postsynaptique de la jonction neuromusculaire, se manifeste par une faiblesse de la musculature striée-squelettique. Pour les atteintes centrales, elle a une altération de l'influx nerveux au niveau du système pyramidal et extrapyramidal. Le système pyramidal, ça veut dire les cellules de Betz. Les cellules de Betz sont de gros neurones avec noyau de forme pyramidale. Et extrapyramidal, ça veut dire les noyaux gris, les ganglions de la base et les noyaux de la base. Ce sont des structures sous-corticales constituées par des noyaux pairs interconnectés au niveau de télencéphale et le diencéphale. Les atteintes se manifestent par une destruction du corps cellulaire de l'axone atteinte ou de la myéline. La destruction de la myéline, une maladie neurologique, c'est la sclérose en plaques. La maladie débute souvent par des troubles sensitifs. L'origine de ces atteintes centrales peut être tumorale, inflammatoire et dégénérative.